Avez-vous peur? Préparez-vous. Commençons l'histoire 1. Je m'appelle Marie-Claire et je travaille comme infirmière aux urgences depuis 15 ans. J'ai vu des choses que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Mais cette nuit de novembre 2019 restera gravée dans ma mémoire jusqu'à ma mort. Il était 3h47 du matin quand les ambulanciers ont fait irruption. « Accident de voiture sur la 4 », ont-ils crié. L'homme qu'ils transportaient était conscient, mais quelque chose clochait immédiatement. Ses yeux étaient d'un bleu si pâle qu'il semblait presque transparent, comme de la glace sous la lune. « Bonjour, monsieur. Je suis Marie-Claire, votre infirmière, » ai-je dit en m'approchant. Il m'a regardé directement dans les yeux et a murmuré « Je sais qui vous êtes, Marie-Claire Dubois, née le 14 juin 1978 à Lyon. Votre mère s'appelait Suzanne et elle vous chantait Frère Jacques avant de dormir. » Mon sang s'est glacé. Ces informations, personne à l'hôpital ne les connaissait. Ma mère était décédée quand j'avais 12 ans et cette berceuse, c'était notre secret. Le docteur Moreau est arrivé pour l'examen. L'homme n'avait aucune blessure visible malgré l'accident violent décrit par les ambulanciers. Sa température corporelle était de 32 degrés, mais il ne frissonnait pas. Son pouls était régulier à 45 battements par minute, anormalement lent pour quelqu'un de conscient. « Vos collègues s'inquiètent pour vous », a-t-il continué, fixant toujours mes yeux. « Surtout Julien, l'infirmier du service cardiologie. Il vous aime bien, vous savez. Il pense à vous dire quelque chose d'important demain. » Comment pouvait-il connaître Julien? Et surtout, comment savait-il ce que Julien pensait? Un frisson m'a parcouru l'échine. L'air autour de cet homme semblait plus froid, plus dense. Les moniteurs émettaient des bips irréguliers sans raison apparente. « Qui êtes-vous » ai-je chuchoté malgré moi. Il a souri, révélant des dents parfaitement blanches et alignées, trop parfaites pour être naturelles. « Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, Marie-Claire, quelqu'un qui collecte les histoires. Et vous avez une histoire très intéressante. » Le docteur Moreau a ordonné une série d'analyses. Radiographie, IRM, prise de sang. Pendant que nous attendions les résultats, l'homme, qui refusait de donner son nom, continuait ses révélations troublantes. « L'infirmière Sophie du service pédiatrie cache quelque chose », a-t-il murmuré alors que je prenais ses constantes. « Elle a perdu un patient il y a 3 ans et se sent coupable. Elle prend des calmants pour dormir. Vous devriez lui parler. » Sophie était effectivement dans le service pédiatrie, mais je ne savais rien de son histoire personnelle. Comment cet homme pouvait-il connaître des détails si intimes sur mes collègues? Les résultats sont arrivés et ont semé la panique. Les radiographies montraient un squelette normal, mais les os semblaient différents, plus denses, avec une structure cristalline inhabituelle. L'IRM révélait un cerveau parfaitement normal, sauf que l'activité dans certaines zones était 10 fois supérieure à la normale. Zones associées à la mémoire, à l'intuition et, étrangement, à la perception temporelle. Les analyses sanguines étaient impossibles. Son sang contenait des éléments inconnus, des protéines qu'aucun laboratoire n'avait jamais identifiées. Le docteur Moreau était perplexe. C'est comme si son organisme était évolué, a-t-il murmuré. Vers 5h30, des choses étranges ont commencé à se produire dans tout l'hôpital. Les téléphones sonnaient dans le vide. Les ascenseurs s'arrêtaient entre les étages sans raison. Les patients en soins intensifs rapportaient tous le même rêve. Un homme aux yeux clairs qui leur parlait de leurs secrets les plus profonds. « C'est moi », a admis l'homme quand je l'ai questionné. « Je ne peux pas m'empêcher de connecter. Votre espèce est si fascinante. Vos émotions, vos regrets, vos espoirs. Tout est si vivant. Votre espèce ?» Les mots ont échappé à mes lèvres avant que je puisse les retenir. Il s'est redressé sur le lit et pour la première fois, j'ai vu quelque chose d'inhumain dans ses gestes. Ses mouvements étaient trop fluides, trop précis, comme s'il réfléchissait à chaque micro-expression avant de l'exécuter. « Je viens d'un endroit où le temps fonctionne différemment », a-t-il expliqué. Un endroit où les souvenirs et les pensées sont tangibles. Nous étudions les civilisations émergentes. Vous, les humains, êtes intéressants. La température de la chambre a chuté de plusieurs degrés. Les machines se sont mises à émettre des sons aigus. Et quelque part dans l'hôpital, j'ai entendu Sophie éclater en sanglots.
À 6h15, l'homme s'est levé calmement du lit. Tous ses moniteurs étaient normaux, mais l'atmosphère autour de lui vibrait d'une énergie étrange. « Je dois partir maintenant », a-t-il annoncé. « Mais avant, laissez-moi vous offrir quelque chose. » Il a posé sa main sur mon front. Immédiatement, des images ont envahi mon esprit. Je voyais l'hôpital, mais pas comme maintenant. Je le voyais à travers le temps. Sa construction dans les années 1960, tous les patients qui y avaient vécu, souffert, guéri ou décédé. Des milliers d'histoires humaines se sont déversées dans ma conscience. J'ai vu ma propre vie aussi. Mes choix futurs, les patients que j'allais soigner, les moments de joie et de peine qui m'attendaient. Et au centre de tout cela, une vérité terrifiante. Nous n'étions pas seuls dans l'univers. Votre planète abrite des observateurs depuis des millénaires, a-t-il chuchoté. Nous documentons l'évolution de la conscience. Vous, les soignants, vous êtes particulièrement intéressants. Vous touchez à l'essence même de ce qui vous rend humain. Quand ma vision s'est éclaircie, il avait disparu. Les caméras de surveillance ne montraient rien. Les cartes d'accès électroniques n'avaient enregistré aucun passage, comme s'ils s'étaient simplement évaporés. Les heures suivantes ont été surréalistes. Julien est effectivement venu me voir. Il m'a avoué ses sentiments et m'a demandé si je voulais dîner avec lui. J'ai parlé à Sophie, qui m'a confié son histoire en pleurant. Tout ce que l'homme avait prédit se réalisait. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre sans expéditeur. À l'intérieur, une photo de moi prise cette nuit-là, avec l'homme aux yeux clairs. Au dos, une phrase en écriture manuscrite. « Merci pour votre histoire, Marie-Claire. Elle enrichit notre collection. » Depuis cette nuit, j'ai développé une capacité troublante. Parfois, en touchant un patient, je perçois des fragments de leur vie, leurs peurs, leurs souvenirs, leurs secrets. Les médecins disent que c'est de l'intuition développée par l'expérience. Mais moi, je sais la vérité. Cet homme m'a laissé un cadeau ou une malédiction. Et parfois, tard le soir, quand l'hôpital est silencieux, je sens encore sa présence. Comme s'il observait, documentait, collectait nos histoires humaines pour des raisons que nous ne pouvons pas comprendre. Si vous travaillez dans un hôpital et qu'un patient vous révèle des choses impossibles à connaître, méfiez-vous, car peut-être que vous aussi, vous allez rejoindre leur collection d'histoires humaines. Et vous, qui m'écoutez maintenant, votre histoire aussi les intéresse. Avez-vous peur? Préparez-vous, commençons l'histoire 2. Je m'appelle Jean-Luc et je travaille en gériatrie depuis 22 ans. Dans ce métier, on apprend à accepter la mort comme une compagne familière. Mais Elena était différente. Elle défiait toutes les lois naturelles que je connaissais. Elle est arrivée un mardi de septembre 2020. Le dossier indiquait qu'elle avait 89 ans, souffrait de démence sénile et n'avait plus de famille. Mais quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai eu un choc. Cette femme ne ressemblait pas du tout à une nonagénaire. Sa peau était certes ridée, mais d'une manière artificielle, comme si quelqu'un avait dessiné les rides au crayon sur un visage jeune. Ses cheveux étaient gris, mais épais et brillants comme ceux d'une femme de 40 ans. Et ses yeux verts, avaient une vivacité troublante, une intelligence aiguë qui contredisait totalement le diagnostic de démence. « Bonjour Elena, je suis Jean-Luc, votre infirmier », ai-je dit en entrant dans sa chambre. Elle était assise près de la fenêtre, observant le jardin avec une concentration intense. « Les roses sont magnifiques cette année », a-t-elle répondu sans me regarder. Elle me rappelle celle de 1943 et celle de 1867 et celle de 1789. J'ai souri, pensant à une confusion temporelle classique chez les patients atteints de démence, mais quelque chose dans sa voix me mettait mal à l'aise. Elle parlait avec une précision déconcertante, comme si elle se souvenait vraiment de ces dates. Le docteur Martinez, notre gériatre, était également perplexe. « Ces analyses sont impossibles », m'a-t-il confié. Elle a le métabolisme d'une femme de 50 ans. Ses organes fonctionnent parfaitement. Ses réflexes sont ceux d'une personne jeune. Mais son dossier médical remonte à 1931. 1931? Elle aurait plus de 100 ans alors. D'après les archives de l'hôpital de Lyon, oui. Mais regardez-la, Jean-Luc. Est-ce qu'elle vous semble centenaire?
Les jours suivants, Elena a commencé à raconter des histoires si détaillées, si précises qu'elles semblaient vraies. Elle décrivait Paris sous l'occupation avec une exactitude troublante. Elle parlait de la construction de la Tour Eiffel comme si elle l'avait vue. Elle évoquait les bouleversements de 1789 avec l'émotion de quelqu'un qui les avait vécus. « J'étais là quand ils ont pris la Bastille », m'a-t-elle confié un soir. « J'avais 19 ans. La foule était si vivante, si pleine d'espoir et de colère. » Elena, vous savez bien que c'était il y a plus de 200 ans, ai-je répondu doucement. Elle m'a regardé avec ses yeux verts perçants. Pour vous, Jean-Luc, pour moi, c'était hier. Au bout de 3 semaines, des phénomènes étranges ont commencé à se produire autour d'Elena. Les autres résidents, même les plus atteints de démence, retrouvaient une clarté mentale temporaire en sa présence. Madame Dubois, qui ne parlait plus depuis des mois, s'est mise à raconter des souvenirs de jeunesse avec une précision incroyable. Monsieur Lefebvre, cloué au lit depuis des années, a recommencé à marcher. Elena m'a dit que mes jambes se souvenaient encore, m'a-t-il expliqué avec émerveillement. J'ai commencé à observer Elena plus attentivement. Elle ne dormait jamais vraiment. La nuit, je la trouvais toujours assise près de sa fenêtre, les yeux ouverts, comme si elle veillait sur quelque chose d'invisible. Parfois, je l'entendais murmurer dans des langues que je ne reconnaissais pas. Un soir, Dr Martinez m'a appelé en urgence. « Jean-Luc, venez voir ça. Les analyses d'Elena. Les nouveaux résultats étaient impossibles. Son ADN présentait des anomalies génétiques jamais observées. Certaines séquences semblaient anciennes, comme si elles portaient la mémoire de siècles d'évolution. C'est scientifiquement impossible, a murmuré le docteur. Son code génétique contient des variations qui n'existent plus chez l'humain moderne depuis des millénaires. Cette nuit-là, j'ai décidé de rester plus tard pour observer Elena. Vers minuit, elle s'est levée et a commencé à marcher dans les couloirs. Ses pas ne faisaient aucun bruit. Elle s'arrêtait devant chaque chambre, posait sa main sur la porte et murmurait des mots dans cette langue inconnue. Je l'ai suivie discrètement. Elle est descendue au rez-de-chaussée et s'est dirigée vers le jardin. Sous la lumière de la lune, j'ai assisté à quelque chose d'incroyable. Elena s'est agenouillée près du grand chêne centenaire et a posé ses mains sur le tronc. L'arbre s'est mis à luire d'une douce lumière verte. Les feuilles, qui jaunissaient avec l'automne, ont retrouvé leur couleur estivale. Les branches se sont redressées comme si l'arbre rajeunissait. « La vie reconnaît la vie », a-t-elle murmuré sans se retourner vers moi. Et moi, j'ai vécu si longtemps que je porte en moi l'essence de nombreuses existences. Elle s'est levée et m'a fait face. Dans l'obscurité, ses yeux brillaient de cette même lueur verte. Vous vous demandez qui je suis vraiment, Jean-Luc. Comment faites-vous ça? Comment êtes-vous encore vivante après tant d'années? Il y a des secrets dans ce monde que votre science ne comprend pas encore. Des lignées humaines qui ont évolué différemment. Nous sommes les gardiens de la mémoire collective. Elena m'a raconté son histoire cette nuit-là. Elle était née en 1770 dans une famille de gardiens, des humains génétiquement différents qui vivaient des siècles pour préserver la mémoire de l'humanité. Ils étaient peu nombreux, cachés parmi les populations normales, témoins silencieux de l'histoire. Nous portons en nous les souvenirs de générations, a-t-elle expliqué. Chaque révolution, chaque guerre, chaque moment de beauté ou d'horreur, c'est notre fardeau et notre mission. Pourquoi êtes-vous ici, dans cette maison de retraite? Parce que je deviens trop vieille, même pour une gardienne. Mon corps commence enfin à s'user après 2 siècles et demi. Je cherche quelqu'un à qui transmettre ma mémoire avant de partir. Dans les semaines suivantes, Elena m'a appris des choses impossibles. Elle m'a montré comment sentir l'énergie vitale des gens, comment apaiser la souffrance par le simple toucher, comment percevoir les souvenirs enfouis dans les lieux anciens. Vous avez un don naturel, Jean-Luc, me disait-elle. C'est pour cela que vous travaillez avec les personnes âgées. Vous sentez instinctivement leur besoin de transmettre leur histoire. Un matin de décembre, Elena ne s'est pas réveillée. Mais ce n'était pas la mort ordinaire. Son corps s'est lentement transformé en lumière dorée qui s'est dispersée dans toute la maison de retraite.
Les résidents ont tous vécu cette journée comme la plus paisible de leur séjour. Dans sa chambre, j'ai trouvé une lettre à mon nom. Jean-Luc, vous êtes désormais le dernier gardien de cette région. En touchant ma main cette nuit dans le jardin, vous avez reçu une partie de mes souvenirs. Utilisez ce don avec sagesse. L'humanité aura bientôt besoin de se souvenir de ses erreurs passées pour éviter de les répéter. Depuis ce jour, ma vie a changé. Quand je touche les patients, je perçois leurs souvenirs les plus précieux. Je deviens le dépositaire de leurs histoires, de leurs regrets, de leurs amours perdus. C'est un poids immense, mais aussi un privilège extraordinaire. Parfois, tard le soir, je sens encore la présence d'Elena. Elle veille sur nous, comme elle l'a fait pendant des siècles. Et moi, je continue son œuvre, préservant la mémoire de ceux qui s'en vont. Il paraît que dans d'autres hôpitaux, d'autres maisons de retraite, des soignants développent subitement des capacités inexpliquées. Des infirmières qui devinent les besoins des patients avant qu'ils les expriment. Des médecins qui sentent intuitivement les mots invisibles. Peut-être sommes-nous une nouvelle génération de gardiens. Peut-être Elena n'était-elle que la première d'une lignée qui se réveille face aux défis de notre époque. Et vous qui m'écoutez, si vous ressentez parfois des choses que vous ne devriez pas savoir, si vous percevez des émotions qui ne sont pas les vôtres, peut-être faites-vous partie de nous. La mémoire de l'humanité cherche toujours de nouveaux gardiens. Avez-vous peur? Préparez-vous. Commençons l'histoire. 3. Je suis Catherine, infirmière en pédiatrie depuis 18 ans. Travailler avec des enfants malades vous apprend que l'innocence peut coexister avec une sagesse troublante. Mais Lucas était au-delà de tout ce que j'avais pu rencontrer. Il avait 8 ans quand il est arrivé dans notre service en octobre 2021. Leucémie aiguë, pronostic réservé. Ses parents, effondrés, nous avaient confié leur unique enfant avec l'espoir désespéré d'un miracle. Mais dès le premier regard, j'ai su que Lucas n'était pas un enfant ordinaire. Ses yeux noirs semblaient porter le poids de décennies d'expérience. Quand il parlait, c'était avec une maturité déconcertante, comme si un vieil homme habitait ce petit corps fragile. « Bonjour Lucas, je suis Catherine, ton infirmière », ai-je dit en m'approchant de son lit. Il m'a regardé longuement avant de répondre « Je sais, et je sais aussi que vous avez perdu votre fils il y a 3 ans. Il s'appelait Thomas. Il avait 6 ans quand l'accident est arrivé. Mes jambes ont failli me lâcher. Thomas, personne à l'hôpital ne connaissait cette histoire. J'avais délibérément caché cette tragédie personnelle pour pouvoir continuer à travailler avec les enfants. Comment ce petit garçon pouvait-il savoir? Comment? Qui t'a dit ça? Ai-je balbutié. Thomas me l'a dit. Il est là, à côté de vous. Il dit qu'il vous aime et qu'il ne faut pas vous sentir coupable. L'accident n'était pas de votre faute. L'air de la chambre s'est figé. Lucas parlait avec une tranquillité absolue, comme s'il discutait de la météo. Mais ses mots me transperçaient le cœur avec une précision chirurgicale. Thomas dit aussi que vous gardez encore ses jouets dans un carton sous votre lit. Le petit dinosaure vert était son préféré. Il aimerait que vous le donniez à un enfant qui en a besoin. J'ai dû m'asseoir. Le dinosaure vert. Thomas l'avait effectivement, et personne d'autre que moi ne pouvait le savoir. Les larmes ont commencé à couler malgré moi. Docteur Rousseau, notre chef de service, m'a trouvé bouleversé. Quand je lui ai expliqué, il a décidé d'examiner Lucas plus attentivement. Les résultats étaient déjà étranges. Malgré sa leucémie avancée, Lucas ne montrait aucun signe de fatigue. Sa température était constamment à 35 degrés, mais il ne semblait pas souffrir du froid. « Il y a autre chose », m'a confié le docteur. Ses analyses sanguines montrent des anomalies que je n'ai jamais vues. Ces globules blancs, ils ne se comportent pas comme des cellules cancéreuses normales. On dirait qu'ils suivent un schéma organisé, presque intelligent. Cette nuit-là, j'ai décidé de rester près de Lucas. Vers 2 heures du matin, il s'est levé et a commencé à marcher dans les couloirs du service pédiatrie. Je l'ai suivi discrètement. Il s'arrêtait devant chaque chambre, posait sa petite main sur la porte et murmurait des mots que je ne comprenais pas. Mais après son passage, les enfants dormaient plus paisiblement. Les machines émettaient des bips plus réguliers.
Lucas s'est dirigé vers la chambre de Pauline, une petite fille de 5 ans en soins palliatifs. Les médecins ne lui donnaient plus que quelques jours. Il a ouvert doucement la porte et s'est approché de son lit. « Bonsoir, Pauline », a-t-il chuchoté. « Tu as peur, n'est-ce pas ?» La petite fille a ouvert les yeux. Habituellement terrifiée par la présence d'étrangers, elle a souri en voyant Lucas. « Je vais partir bientôt », a-t-elle murmuré. « Je sais, mais tu n'as pas à avoir peur. C'est beau, là où tu vas. Ta grand-mère t'attend. Elle a préparé ton gâteau préféré, celui au chocolat avec les petites étoiles en sucre. » Pauline n'avait jamais mentionné cette grand-mère décédée avant sa naissance, ni ce gâteau si particulier. Pourtant, ses yeux se sont illuminés. « Tu l'as vue? Tu as vu grand-maman? Elle est juste derrière moi, Pauline. » Elle sourit. Elle dit qu'elle est très fière de toi et qu'elle va t'apprendre à faire des biscuits en forme de papillon, comme elle faisait avec ta maman. J'observais cette scène surréaliste, cachée dans l'encadrement de la porte. Comment Lucas pouvait-il connaître des détails si intimes sur la famille de Pauline? Et pourquoi sa présence semblait-elle apaiser cet enfant terrifié? Les jours suivants, un phénomène étrange s'est répandu dans tout le service. Les enfants les plus gravement malades montraient des signes d'amélioration inexplicables. Leur douleur diminuait, leur terreur nocturne disparaissait. Ils parlaient tous d'un petit garçon magique qui leur rendait visite. Dr Rousseau était perplexe. Les taux de guérison ont augmenté de 300% depuis l'arrivée de Lucas. Les enfants en phase terminale vivent plus longtemps, dans de meilleures conditions. C'est médicalement impossible. Et Lucas lui-même, c'est le plus troublant. Sa leucémie semble se stabiliser, pas guérir mais se transformer, comme si les cellules cancéreuses changeaient de nature. Un soir, j'ai confronté Lucas directement. « Qui es-tu vraiment? Tu n'es pas un enfant normal. » Il m'a regardé avec ses yeux trop anciens. « Je suis un passeur, Catherine. Je viens quand les enfants ont besoin d'aide pour comprendre ce qui leur arrive. » Un passeur. Entre votre monde et l'autre. Certains enfants naissent avec cette capacité, mais elle se manifeste seulement quand ils approchent de leur propre transition. Je aide les autres à ne plus avoir peur. Tu vas mourir? Ce corps va s'arrêter, oui, mais moi, je vais continuer ailleurs. Et d'autres enfants comme moi naîtront pour continuer le travail. Lucas m'a pris la main. Immédiatement, j'ai ressenti une paix profonde que je n'avais plus connue depuis la mort de Thomas. Votre fils va bien, Catherine. Il grandit dans un endroit où la douleur n'existe pas. Il apprend des choses merveilleuses et il attend le jour où vous vous retrouverez. Lucas a vécu encore 2 mois dans notre service. Pendant ce temps, il a aidé 17 enfants à partir sereinement. Pauline est décédée dans ses bras, souriante, en murmurant qu'elle voyait sa grand-mère et sentait l'odeur du gâteau au chocolat. Chaque enfant qui l'accompagnait partait dans la paix, entouré de visions réconfortantes de proches décédés. Les familles témoignaient toutes de la même chose. Leurs enfants n'avaient plus peur. Ils parlaient de lumière, de musique, de retrouvailles joyeuses. Lucas transforme la mort en quelque chose de beau, m'a confié la mère de petit Marc, 7 ans, emporté par une tumeur cérébrale. Mon fils m'a dit qu'il allait apprendre à voler avec son grand-père. Il était excité, comme s'il partait en vacances. Dr Rousseau a tenté d'étudier le phénomène scientifiquement. L'activité cérébrale de Lucas montre des schémas jamais observés. Certaines zones associées à la perception extrasensorielle sont hyperactives. C'est comme s'il avait accès à des dimensions de la réalité que nous ne percevons pas. La fin est arrivée un matin de décembre. Lucas s'est affaibli subitement, mais sans souffrance apparente. Il souriait constamment, regardant des choses que nous ne pouvions voir. « Ils viennent me chercher », a-t-il murmuré. « Thomas est avec eux, Catherine. Il vous fait un bisou. » J'ai senti quelque chose d'impossible, un souffle chaud sur ma joue, exactement comme les baisers que me donnait mon fils. « Dites aux autres infirmières que d'autres enfants comme moi viendront. Ils naîtront dans des familles normales, mais quand leur mission se révélera, il faudra les laisser faire leur travail. » Lucas s'est éteint à 15h42, entouré d'une lumière dorée que seuls les enfants du service semblaient voir.
Tous les petits patients valides s'étaient rassemblés spontanément autour de sa chambre, agitant la main comme pour dire au revoir. Après sa mort, j'ai retrouvé sous son oreiller une lettre manuscrite, écrite dans une calligraphie parfaite impossible pour un enfant de 8 ans. Catherine, gardez espoir. La mort n'est qu'un passage vers quelque chose de plus beau. Votre travail ici a un sens profond. Vous aidez les âmes en transition. Thomas est fier de sa maman et il vous protège chaque jour. Un jour, vous comprendrez que vous aussi, vous avez un don pour accompagner ceux qui partent. Et depuis, ma façon de travailler a changé. Je sens intuitivement quand un enfant va partir et j'arrive à les apaiser d'une manière que je ne comprends pas moi-même. D'autres collègues ont développé des capacités similaires. Nous formons maintenant une équipe spécialisée dans l'accompagnement des enfants en fin de vie. Et parfois, de nouveaux enfants arrivent. Des enfants différents, avec ce regard trop sage et cette capacité à voir au-delà du voile. Nous avons appris à les reconnaître et à les laisser accomplir leur mission. Le service pédiatrie de Bordeaux est maintenant réputé pour ses taux exceptionnels d'accompagnement paisible. Les familles viennent de toute la France pour que leurs enfants puissent partir en sérénité. Lucas nous a enseigné que certains êtres viennent au monde avec une mission sacrée, transformer notre peur de la mort en acceptation et en espoir. Et vous qui m'écoutez, si vous avez un enfant qui semble trop sage pour son âge, qui parle de choses qu'il ne devrait pas savoir, peut-être est-il l'un d'eux. Avez-vous peur? Préparez-vous, commençons l'histoire. 4. Je m'appelle Sophie et je travaille en oncologie depuis 15 ans. Dans ce service, on côtoie quotidiennement l'injustice de la maladie et la beauté de la résistance humaine. Mais André Mournier a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la guérison. Il est arrivé en janvier 2022, 68 ans, cancer du pancréas en phase terminale. Le pronostic était sans appel, 3 à 6 mois maximum. André était un homme discret, ancien professeur de philosophie qui acceptait son sort avec une sérénité troublante. « Bonjour Monsieur Mournier, je suis Sophie, votre infirmière référente », ai-je dit lors de notre première rencontre. Il m'a souri avec une douceur inhabituelle. « Appelez-moi André, Sophie, et ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne suis pas là pour moi en réalité. » « Comment ça? Vous comprendrez bientôt. » Son premier examen a révélé des anomalies déconcertantes. Malgré un cancer avancé clairement visible à l'imagerie, André ne présentait aucun symptôme de douleur. Sa température corporelle était anormalement élevée, 39 degrés C constamment, mais sans aucun signe d'infection ou de fièvre. « C'est impossible », a murmuré Dr Lambert, notre oncologue chef. À ce stade, il devrait souffrir énormément. Et cette température, son corps brûle littéralement de l'intérieur, mais il ne transpire même pas. Le plus troublant est arrivé le 3e jour. Madame Ferreira, dans la chambre voisine, souffrait d'un cancer du sein métastatique. Elle hurlait de douleur malgré tous les antalgiques. André a demandé s'il pouvait lui rendre visite. « Je peux peut-être l'aider », a-t-il dit simplement. Par curiosité, j'ai accepté. André s'est assis près du lit de Madame Ferreira et a posé doucement sa main sur son front. Immédiatement, la femme s'est calmée. Sa respiration est devenue régulière. Son visage s'est détendu. « Qu'est-ce que vous faites ?» ai-je chuchoté. « Je partage », a-t-il répondu sans retirer sa main. La douleur se dilue quand elle est partagée. Madame Ferreira a dormi paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Mais plus troublant encore, ses analyses du lendemain montraient une réduction significative des marqueurs tumoraux. Dr Lambert était stupéfait. « C'est médicalement impossible. Les métastases ont reculé? Comment expliquer ça ?» André visitait maintenant plusieurs patients chaque jour. Partout où il passait, les douleurs s'apaisaient, les nausées disparaissaient, l'angoisse se transformait en sérénité. Mais le plus inquiétant, c'est que son propre cancer semblait progresser proportionnellement aux améliorations des autres. « André, vous vous affaiblissez », ai-je remarqué après 2 semaines. « C'est normal », a-t-il répondu calmement. « L'énergie se redistribue. Je puise dans mes propres forces pour leur en donner. Vous ne pouvez pas faire ça, vous allez mourir plus vite. »
Il m'a regardé avec ses yeux gris pleins de compassion. « Sophie, nous allons tous mourir. La question n'est pas quand, mais comment nous utilisons le temps qui nous reste. » Les semaines suivantes ont transformé notre service. André passait ses journées auprès des patients les plus souffrants. Sa simple présence semblait inverser le cours des maladies les plus agressives. Monsieur Durand, leucémie en rechute, a vu ses analyses se normaliser après qu'André ait passé une nuit entière à son chevet. Petite Clara, 12 ans, tumeur cérébrale inopérable, a retrouvé l'usage de ses jambes après qu'André lui ait raconté des histoires pendant des heures. C'est un miracle ambulant, chuchotaient les autres soignants. Mais moi, j'observais André s'affaiblir jour après jour. Sa température montait encore, atteignant parfois 41 degrés C. Son cancer progressait à une vitesse anormale, comme s'il concentrait en lui toute la maladie qu'il retirait aux autres. Dr Lambert a organisé une consultation exceptionnelle avec des spécialistes de toute l'Europe. Les examens d'André défiaient toute logique médicale. Son corps produit des substances que nous n'avons jamais identifiées, expliquait le docteur Hoffmann, venu de Suisse. Des protéines qui semblent avoir des propriétés régénératrices extraordinaires, mais elles consument littéralement ses propres cellules. C'est comme s'il transformait sa force vitale en médicament pour les autres, ajoutait Dr Patel, spécialiste londonien. Un phénomène d'auto-sacrifice cellulaire. Un soir, j'ai trouvé André effondré dans le couloir. Sa peau brûlait, mais il souriait faiblement. « Ça va aller », a-t-il murmuré. Marie-Hélène, chambre 23, va être en rémission demain. Le petit Théo va pouvoir rentrer chez lui la semaine prochaine. Ça en valait la peine. André, expliquez-moi, comment faites-vous ça? Il m'a pris la main. J'ai senti une chaleur intense, presque insoutenable, mais aussi une paix profonde qui m'a envahi. Certaines personnes naissent avec le don de guérir, a-t-il chuchoté. Mais ce don a un prix. Nous absorbons la maladie des autres dans notre propre corps. Nous sommes des éponges spirituelles. Vous n'êtes pas le seul. Nous sommes quelques-uns dispersés dans le monde. Nous apparaissons quand l'humanité en a le plus besoin. Dans les hôpitaux, les zones de guerre, les épidémies, nous prenons sur nous ce que les autres ne peuvent plus porter. Cette nuit-là, André m'a raconté son histoire. Il avait découvert son don à 40 ans, quand sa fille était morte d'un cancer. En posant sa main sur elle, il avait senti la maladie passer en lui. Elle était guérie, mais lui portait maintenant le mal. J'ai passé les 28 dernières années à voyager d'hôpital en hôpital. Chaque fois, je sauve ceux que je peux, puis je pars quand mon corps ne peut plus absorber davantage. Vous allez mourir à cause de nous. Je vais mourir pour vous. C'est différent. Et quelque part, un autre comme moi est en train de naître pour continuer. André a tenu encore un mois. Pendant ce temps, 19 patients de notre service sont entrés en rémission complète. Des cas désespérés qui défient encore aujourd'hui toute explication médicale. Mais André se consumait littéralement. Sa température atteignait maintenant 43 degrés C. Sa peau était brûlante au toucher. Les scanners montraient que son cancer s'était étendu à tous ses organes, mais d'une manière organisée, presque volontaire. C'est comme si son corps orchestrait sa propre destruction pour maximiser son don, observait Dr Lambert, ému aux larmes. La fin est venue un dimanche matin. André était lucide, souriant, malgré la souffrance évidente. « Sophie, approchez-vous », a-t-il murmuré. J'ai pris sa main. Une dernière fois, j'ai ressenti cette chaleur extraordinaire, mais maintenant mêlée à quelque chose d'autre, comme s'il me transmettait une partie de son essence. « Vous avez vous aussi le don », a-t-il révélé. « Je l'ai senti dès le premier jour. Vous ne pourrez pas absorber les cancers comme moi, mais vous pouvez apaiser les souffrances psychiques, calmer les angoisses, donner de l'espoir. Je ne comprends pas. Vous comprendrez. D'autres infirmières et médecins portent aussi cette capacité en eux. Cherchez-les, formez un réseau. L'humanité va avoir besoin de vous. » André s'est éteint à 11h27, dans une explosion de lumière dorée que plusieurs témoins ont décrite. À l'instant de sa mort, tous les patients du service ont ressenti simultanément un soulagement profond, comme si une vague de paix avait traversé tout l'étage.
Dans sa chambre, nous avons trouvé un carnet rempli de noms et d'adresses. Des soignants du monde entier, tous marqués d'une petite étoile. Ceux qui ont le don étaient écrits en première page. J'ai commencé à les contacter. Une infirmière de Tokyo qui calmait les douleurs par simple présence. Un médecin de São Paulo capable de diagnostiquer les maladies psychosomatiques d'un regard. Une aide-soignante de Manchester qui aidait les mourants à partir en paix. Nous avons formé un réseau discret, nous échangeons nos expériences, nos techniques, nos découvertes. André avait raison, nous portons tous une parcelle de ce don de guérison à des degrés différents. Depuis sa mort, j'ai développé une capacité troublante. Je sens intuitivement l'état émotionnel de mes patients. D'un simple toucher, je peux absorber une partie de leurs angoisses, de leur désespoir. Pas leur maladie physique, mais leur souffrance psychique. Le carnet d'André contenait aussi des prédictions. Dans 10 ans, une nouvelle génération de guérisseurs apparaîtra. Ils seront plus nombreux, plus puissants. L'humanité se prépare à affronter des défis sanitaires majeurs et elle développe naturellement les outils pour survivre. Aujourd'hui, notre service d'oncologie est devenu un centre de référence pour l'accompagnement global des patients. Nous ne nous contentons plus de traiter les tumeurs, nous soignons l'âme aussi. Nos taux de rémission psychologique sont exceptionnels. Et parfois, très rarement, nous voyons arriver des patients spéciaux. Des gens qui, comme André, rayonnent d'une chaleur particulière et regardent les malades avec cette compassion infinie qui précède le sacrifice. Nous les reconnaissons maintenant. Nous les aidons à accomplir leur mission en silence. André m'a appris que la guérison véritable ne vient pas seulement des médicaments, mais de la capacité de certains êtres à porter la souffrance des autres. Et vous qui m'écoutez, si vous ressentez parfois les douleurs de ceux qui vous entourent, si votre simple présence apaise les autres, peut-être faites-vous partie de nous. Avez-vous peur? Préparez-vous, commençons l'histoire 5. Je suis Marc, infirmier en réanimation depuis 12 ans. Dans notre service, nous côtoyons quotidiennement la frontière entre la vie et la mort. Mais Isabella Cortez m'a montré qu'il existait des territoires entre ces deux États que la médecine ne soupçonne pas. Elle est arrivée en mars 2023, accident vasculaire cérébral massif. 43 ans, mère célibataire, aucun antécédent médical. Le scanner montrait des lésions importantes au niveau du cortex temporal et frontal. Cliniquement, elle était en coma profond. Score de Glasgow à 3. Pronostic? Ai-je demandé au docteur Mercier. Très réservé. Si elle se réveille, ce sera avec des séquelles majeures. Langage, motricité, personnalité, tout peut être affecté. Pourtant, dès les premiers jours, Isabella présentait des signes troublants. Ses constantes variaient de façon rythmée, comme si elle réagissait à des stimuli invisibles. Ses yeux bougeaient constamment sous ses paupières fermées, suggérant une activité onirique intense. Mais le plus étrange, c'est l'effet qu'elle avait sur les autres patients comateux. Monsieur Blanc, traumatisme crânien grave depuis 3 mois, a commencé à montrer des signes de réveil 2 jours après l'arrivée d'Isabella. Madame Jou, AVC depuis 6 semaines, a ouvert les yeux pour la première fois. C'est statistiquement impossible, murmurait docteur Mercier. 3 réveils spontanés en une semaine, tous dans les lits voisins d'Isabella. La 4e nuit, j'ai assisté à quelque chose d'incroyable. Vers 2 heures du matin, Isabella a commencé à parler dans son coma. Pas des mots incohérents, mais des conversations structurées, comme si elle s'adressait à quelqu'un. « Oui, je comprends », disait-elle distinctement. « Tu as peur de partir, mais tes enfants vont bien s'en sortir. » Elle parlait à Madame Duvernay, coma depuis 1 mois, suite à un accident de voiture. Cette femme avait effectivement 3 enfants mineurs. « Ton mari s'occupe très bien d'eux », continuait Isabella. Marie a eu 16-20 en mathématiques jeudi dernier. Paul a marqué un but au football et petite Emma a perdu sa première dent. Ces informations étaient impossibles à connaître pour Isabella. Pourtant, quand la famille Duvernay est venue le lendemain, j'ai discrètement vérifié. Tout était exact. La note de Marie, le but de Paul, la dent d'Emma. Docteur Mercier a ordonné un EEG complet d'Isabella. Les résultats étaient stupéfiants. Son cerveau montre une activité dans des zones normalement inactives chez l'humain.
expliquait-il, comme si des circuits neuronaux dormants s'étaient réveillés, et son activité électrique semble synchronisée avec celle des autres patients comateux. Synchronisées, leurs ondes cérébrales oscillent au même rythme. C'est comme s'ils étaient connectés. Les nuits suivantes, j'ai commencé à enregistrer les conversations d'Isabella. Elle s'adressait à chaque patient comateux du service, connaissant des détails intimes de leur vie, transmettant des messages de leurs proches décédés, les aidant à résoudre des conflits intérieurs qui les empêchaient de revenir. « Pierre, tu peux arrêter de te battre maintenant », disait-elle une nuit à un homme en coma depuis 2 ans. « Ton père te pardonne pour cette dispute. Il dit que tu étais un bon fils et qu'il est fier de toi. » Pierre, qui n'avait montré aucun signe d'amélioration depuis son accident, a commencé à réagir aux stimuli le lendemain. En 3 jours, il était sorti du coma. « Comment Isabella peut-elle connaître ces histoires familiales ?» demandai-je à Dr Mercier. « Je n'en sais rien, Marc, mais le taux de réveil dans notre service a augmenté de 400% depuis son arrivée. Soit c'est le plus gros coup de chance de l'histoire de la médecine, soit quoi ? Soit Isabella a accès à quelque chose que nous ne comprenons pas. » Un soir, Isabella s'est adressée directement à moi, toujours les yeux fermés. « Marc, vous m'entendez, n'est-ce pas? J'ai failli lâcher le plateau de médicaments. Isabella, vous êtes réveillée? Pas vraiment. Je suis entre 2 états. Je peux voir votre monde et l'autre en même temps. C'est pourquoi je peux aider les autres. » L'autre? Quel autre? L'endroit où vont les consciences quand le corps ne peut plus les porter. Certains s'y perdent, d'autres refusent d'y aller. Moi, je les guide. Isabella m'a expliqué qu'elle percevait les patients comateux comme des êtres coincés entre 2 dimensions. Leur corps était là, mais leurs esprits erraient dans une zone intermédiaire, souvent retenus par des regrets, des peurs ou des attachements. « Je les aide à résoudre ce qui les retient », disait-elle. Parfois, ils choisissent de revenir dans leur corps. Parfois, ils préfèrent continuer vers l'autre côté. Mais au moins, ils ne sont plus prisonniers. Vous faites ça consciemment? Depuis l'accident, oui. Avant, j'avais juste des intuitions très fortes. Mais maintenant, je peux naviguer librement entre les états de conscience. Dr Mercier a organisé des consultations avec des neuropsychiatres spécialisés. Le père de la Croix, de la Salpêtrière, était fasciné. Isabella présente un cas unique de conscience élargie, post-AVC. Son cerveau semble avoir développé de nouvelles connexions qui lui permettent de percevoir des informations normalement inaccessibles. Comment expliquez-vous qu'elle connaisse des détails sur la vie des autres patients? Théoriquement, il pourrait s'agir d'une forme de télépathie développée par compensation neurologique. Le cerveau humain n'utilise qu'une fraction de ses capacités. Un traumatisme majeur peut parfois débloquer des fonctions latentes. Pendant 6 mois, Isabella a aidé 43 patients à sortir du coma. D'autres ont choisi de partir paisiblement, entourés de visions réconfortantes qu'elle leur transmettait. Notre service est devenu un lieu de pèlerinage pour les familles de comateux du monde entier. Un matin de septembre, Isabella a ouvert les yeux pour la première fois depuis son accident. Mais son regard avait changé. Il portait une profondeur nouvelle, comme si elle avait vécu plusieurs vies pendant son coma. « Bonjour Marc », a-t-elle dit avec un sourire serein. « Je reviens du grand voyage. Comment vous sentez-vous » ? « Différente. Je vois encore les 2 mondes, mais maintenant je peux choisir dans lequel me concentrer. Les examens montraient une récupération neurologique exceptionnelle. Aucune séquelle motrice, langage parfait, mais des zones d'activité cérébrale qui restaient anormalement développées, différentes. Je vois encore les 2 mondes, mais maintenant je peux choisir dans lequel me concentrer. Les examens montraient une récupération neurologique exceptionnelle. Aucune séquelle motrice, langage parfait, mais des zones d'activité cérébrale qui restaient anormalement développées. Isabella, pendant votre coma, vous aidiez les autres patients. Vous vous en souvenez? Bien sûr, c'était ma mission. Mais maintenant, je dois apprendre à vivre avec ce don tout en étant éveillé. Dr Mercier était perplexe. Nous aimerions étudier votre cas plus en profondeur. Ce que vous avez vécu pourrait révolutionner notre compréhension de la conscience. Isabella a accepté de rester quelques semaines pour les tests.
Pendant cette période, elle continuait d'aider les nouveaux patients comateux, mais différemment. Elle posait sa main sur leur front et entrait dans une sorte de transe, établissant la connexion consciemment. C'est comme plonger dans un océan de pensée, m'expliquait-elle. Chaque conscience a sa couleur, sa texture. Certaines sont prisonnières de souvenirs douloureux, d'autres flottent paisiblement en attendant de décider leur destin. Un jour, elle m'a fait une révélation troublante. « Marc, vous avez aussi cette capacité. Je le sens quand vous vous occupez des patients. Vous vous connectez à eux sans le savoir. C'est impossible. Essayez, posez votre main sur le front de Monsieur Leroux, fermez les yeux et écoutez avec votre cœur plutôt qu'avec vos oreilles. » J'ai hésité, puis j'ai suivi ses instructions. Immédiatement, j'ai ressenti quelque chose. Une présence, des émotions qui n'étaient pas les miennes. Monsieur Leroux était terrorisé, perdu dans des souvenirs de guerre qui le retenaient captif. « Je le sens », ai-je chuchoté, stupéfait. « Maintenant, envoyez-lui de la paix. Imaginez une lumière dorée qui enveloppe ses souvenirs douloureux. » J'ai visualisé cette lumière. Instantanément, les constantes de Monsieur Leroux se sont stabilisées. Son visage s'est détendu. Isabella a formé discrètement plusieurs membres de notre équipe. Nous avons découvert que 5 infirmiers et 2 médecins possédaient des degrés variables de cette capacité empathique élargie. Les traumatismes crâniens révèlent parfois des potentiels cachés, nous expliquait-elle. Mais ces capacités existent déjà chez beaucoup de soignants. Vous les appelez intuition, empathie, 6e sens. En réalité, vous percevez les états de conscience des patients. Quand Isabella a finalement quitté l'hôpital, elle nous a laissé un protocole détaillé pour aider les comateux. Pas une méthode médicale officielle, mais un ensemble de techniques de connexion empathique que nous pratiquons discrètement. Nos résultats parlent d'eux-mêmes. Le service de réanimation de Lyon affiche maintenant les meilleurs taux de réveil de coma d'Europe. Les familles viennent du monde entier, attirées par notre réputation d'accompagnement miraculeux. Isabella continue son travail dans une clinique spécialisée qu'elle a créée en Suisse. Elle forme des soignants à développer leurs capacités empathiques et aide les familles de comateux à comprendre ce que vivent leurs proches. Elle m'a confié récemment que de plus en plus d'enfants naissent avec ces capacités naturellement développées. L'humanité évolue, dit-elle. Nous développons de nouveaux sens pour faire face aux défis de la conscience que nous ne comprenons pas encore. Aujourd'hui, quand je m'occupe d'un patient en coma, je ne vois plus seulement un corps inerte. Je perçois une âme en voyage, parfois perdue, parfois en transition. Et grâce à Isabella, j'ai appris à leur tendre la main dans cette dimension invisible où ils errent. Car au-delà de la médecine traditionnelle, il existe des territoires de guérison que seuls certains êtres peuvent explorer. Isabella m'a ouvert les yeux sur cette réalité. Nous ne soignons pas seulement des corps, nous accompagnons des consciences. Et vous qui m'écoutez, si vous travaillez auprès de personnes vulnérables et que vous ressentez parfois leurs émotions comme les vôtres, vous possédez peut-être ce don précieux que nous commençons seulement à comprendre. Avez-vous peur? Préparez-vous. Commençons l'histoire 6. Je m'appelle Amélie et je travaille de nuit depuis 8 ans dans le service de médecine générale. Les équipes de nuit connaissent une vérité que le jour ignore. Les hôpitaux deviennent différents quand tombe l'obscurité. Mais rien ne m'avait préparé à l'arrivée de Dimitri Volkov. Il est arrivé un jeudi d'octobre 2023. Transfert d'urgence, depuis les urgences. 75 ans, pneumonie sévère. Mais ce n'était pas sa pathologie qui inquiétait. C'était l'atmosphère qu'il transportait avec lui. Dès son installation en chambre 412, des phénomènes étranges ont commencé. Les néons clignotaient constamment dans le couloir. Les téléphones sonnaient dans le vide. Et surtout, une sensation oppressante de présence invisible flottait autour de sa chambre. « Bonsoir, monsieur Volkov. Je suis Amélie, votre infirmière de nuit. » ai-je dit en entrant pour la première fois dans sa chambre. Il m'a regardé avec des yeux d'un noir profond, comme 2 puits sans fond. « Bonsoir Amélie, je dois vous prévenir, ils me suivent partout. Qui vous suit? Ceux qui ne sont pas encore partis, ceux qui cherchent quelqu'un qui peut les voir. » J'ai pensé à un délire lié à la fièvre,
Mais Dimitri était parfaitement lucide. Sa température était normale, son discours cohérent. Seulement, quand il parlait de eux, l'air de la chambre semblait se refroidir. Cette première nuit, j'ai remarqué que Dimitri ne dormait jamais vraiment. Il restait allongé, les yeux fermés, mais ses lèvres bougeaient constamment, comme s'il murmurait à des interlocuteurs invisibles. Vers 3 heures du matin, Madame Petit, chambre 410, a sonné en panique. « Il y a quelqu'un dans ma chambre, une femme en robe blanche qui pleure. J'ai vérifié, personne, mais la température de la chambre 410 était anormalement froide et une odeur de rose fanée flottait dans l'air. C'est Marguerite, a murmuré Dimitri quand je lui ai raconté l'incident. Elle est morte dans cette chambre en 1987, cancer du sein. Elle cherche sa fille qui ne lui a jamais pardonné de l'avoir abandonnée enfant. Comment pouvez-vous savoir ça? Parce qu'elle me l'a dit. Elle me parle toute. Dimitri m'a expliqué qu'il voyait les morts depuis l'enfance. Pas des hallucinations, mais de véritables esprits de personnes décédées qui restaient attachés au lieu de leur mort. Les hôpitaux, disait-il, en étaient particulièrement peuplés. Certains partent naturellement vers la lumière, m'expliquait-il. D'autres restent accrochés par des regrets, des peurs, des affaires non résolues. Et ils me trouvent toujours, où que j'aille. La deuxième nuit, les phénomènes se sont intensifiés. 3 patients ont rapporté des apparitions. Un vieux monsieur en pyjama rayé, une jeune femme enceinte qui caressait son ventre, un enfant qui cherchait sa maman. Dimitri connaissait leurs histoires à tous. Henri, mort d'un infarctus en 1995, chambre 415. Il attend que sa femme lui pardonne sa liaison. Sarah, décédée en couche en 2003, chambre 407. Elle veut s'assurer que son bébé va bien. Et petit Lucas, leucémie en 2010, il a peur du noir et cherche sa mère. Docteur Roussel, psychiatre de garde, est venu examiner Dimitri. Aucun signe de psychose ou de délire. Il semble parfaitement équilibré mentalement, mais ses descriptions sont d'un réalisme troublant. La 3e nuit, j'ai décidé de rester plus longtemps auprès de Dimitri pour comprendre. Vers minuit, il s'est redressé dans son lit et a regardé un coin vide de sa chambre. « Oui, je vous vois », a-t-il dit à l'air. « Non, elle ne peut pas vous voir, mais elle peut vous entendre si vous lui parlez à travers moi. » Il s'est tourné vers moi. « Amélie, il y a un homme ici qui s'appelle Robert. Il dit qu'il vous connaît. » Mon cœur s'est arrêté. Robert était mon grand-père, décédé dans cet hôpital 5 ans plus tôt. Il dit qu'il est fier de vous, que vous avez choisi le bon métier pour aider les gens. Et il veut que vous sachiez que le collier que vous cherchez partout est tombé derrière votre commode. J'ai eu des frissons. Je cherchais effectivement le collier de ma grand-mère depuis des semaines. Personne ne pouvait le savoir. « Grand-papa » ai-je chuchoté, me sentant ridicule. Il sourit, a traduit Dimitri. Il dit que vous étiez sa petite fille préférée et qu'il veille sur vous. Il vous protège quand vous travaillez la nuit. Les larmes coulaient sur mes joues. Comment Dimitri pouvait-il connaître ces détails intimes? Il y en a d'autres, a continué Dimitri. Beaucoup d'autres. Cet hôpital est plein de ceux qui ne peuvent pas partir. Ils attendent que leurs histoires soient entendues, que leurs messages soient transmis. Les nuits suivantes, Dimitri est devenu un intermédiaire entre les vivants et les morts. Les familles des patients commençaient à venir le voir, attirées par des rumeurs de messages de l'au-delà. Madame Leroux, dont le mari était décédé dans notre service 6 mois plus tôt, a reçu un message qui l'a bouleversé. Il dit qu'il cache encore de l'argent dans la cave, derrière les vieilles photos. Il voulait vous faire une surprise pour votre anniversaire de mariage. L'argent était effectivement là, exactement où Dimitri l'avait décrit. Docteur Martineau, notre chef de service, était sceptique, mais intrigué. Dimitri décrit des événements vérifiables. Des détails que seuls les défunts et leurs proches pouvaient connaître. C'est scientifiquement inexplicable. Vous croyez qu'il dit la vérité? Je crois qu'il perçoit quelque chose que nous ne percevons pas. Que ce soit des esprits ou une forme de conscience résiduelle, peu importe. Le résultat est le même. Il aide les gens à faire leur deuil. Mais Dimitri s'affaiblissait visiblement. Sa pneumonie ne s'améliorait pas et il semblait porter un poids de plus en plus lourd. « Ils sont de plus en plus nombreux », m'a-t-il confié.
Ils viennent de tout l'hôpital maintenant, certains depuis des décennies. Ils savent que je peux les voir, alors ils se rassemblent autour de moi. Ça vous épuise? Oui. Chaque message transmis me coûte de l'énergie, mais je ne peux pas les ignorer. Ils souffrent, Amélie. Les morts peuvent souffrir aussi. Une nuit, Dimitri m'a demandé de rassembler l'équipe de nuit. Il avait quelque chose d'important à nous dire. « Mes amis », a commencé Dimitri, s'adressant aux 5 membres de notre équipe de nuit rassemblés dans sa chambre. « Je vais bientôt rejoindre ceux que j'aide depuis si longtemps, mais avant, je dois vous transmettre ce que j'ai appris. » Il était très faible, mais son regard gardait cette intensité troublante. Cet hôpital abrite plus de 200 âmes errantes, certaines depuis des décennies. Elles ne peuvent pas partir parce qu'elles portent des regrets, des secrets, des amours inachevés. Vous, les soignants de nuit, vous pouvez les aider. Comment? A demandé Sylvie, notre aide-soignante. En leur parlant, vous n'avez pas besoin de les voir. Parlez simplement aux chambres vides. Dites-leur qu'ils peuvent partir, que leurs proches vont bien, que l'amour qu'ils ont donné continue à vivre. Dimitri nous a donné des noms, des histoires, des messages à transmettre. Une liste détaillée de 200 défunts qui hantaient notre hôpital, avec leurs regrets spécifiques et les mots qui pourraient les libérer. Marguerite, chambre 410, attendez que sa fille Isabelle vienne la voir. Dites-lui que maman l'aimait malgré tout. Henri, chambre 415, sa femme lui a déjà pardonné, mais il ne le sait pas. Petit Lucas a besoin qu'on lui chante une berceuse pour qu'il n'ait plus peur. Cette nuit-là, nous avons commencé notre étrange mission. Chacun d'entre nous s'est rendu dans les chambres désignées par Dimitri et a prononcé les mots qu'il nous avait donnés. L'effet a été immédiat. L'atmosphère de l'hôpital s'est allégée. Les phénomènes paranormaux ont diminué. Plusieurs patients ont rapporté avoir fait de beaux rêves, peuplés de proches décédés qui venaient de leur dire au revoir. Dimitri souriait faiblement. Vous voyez, ils avaient juste besoin qu'on les entende. Maintenant, ils peuvent partir en paix. Il est décédé 3 jours plus tard, paisiblement en murmurant « Je vais enfin les rejoindre du bon côté ». Mais son départ n'a pas marqué la fin de notre mission. Dans sa table de nuit, nous avons trouvé un carnet complet avec des instructions détaillées pour aider les âmes errantes d'autres hôpitaux. Cette capacité n'est pas unique, avait-il écrit. D'autres personnes naissent avec ce don dans le monde entier. Cherchez-les, formez un réseau. Les morts ont autant besoin d'aide que les vivants. Nous avons contacté des équipes de nuit d'autres hôpitaux. Beaucoup rapportaient des phénomènes similaires, apparitions, bruits inexpliqués, sensations de présence. Nous avons partagé les techniques de Dimitri. Aujourd'hui, un réseau discret de soignants de nuit pratique ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel élargi dans toute la France. Nous aidons les vivants, mais aussi ceux qui ne savent pas qu'ils sont morts. Notre hôpital est maintenant réputé pour son atmosphère particulièrement apaisante. Les familles remarquent que leurs proches décédés semblent partir plus sereinement chez nous. Elles ne savent pas que nous aidons aussi les morts des décennies passées à trouver enfin la paix. Dimitri nous a enseigné une vérité bouleversante. La mort n'est pas toujours un départ immédiat. Certaines âmes restent attachées par l'amour, la culpabilité ou la peur. Et il faut parfois des vivants compassionnels pour leur montrer le chemin vers la lumière. Depuis, chaque nuit, avant ma tournée médicale, je fais ma tournée spirituelle. Je parle doucement aux chambres vides. J'apporte réconfort et permission de partir à ceux qui nous ont précédés. Car nous soignons les corps, mais certains d'entre nous sont appelés à guérir aussi les âmes perdues entre 2 mondes. Et vous qui travaillez de nuit dans des lieux chargés d'histoire, si vous sentez parfois des présences, des émotions qui ne sont pas les vôtres, peut-être pouvez-vous leur offrir ce dont elles ont besoin pour enfin trouver la paix. Avez-vous peur? Préparez-vous. Commençons l'histoire. 7. Je m'appelle Julien et je travaille en soins palliatifs depuis 13 ans. Dans notre métier, nous apprenons à reconnaître les signes de la mort approchante. Mais Esther Delacroix possédait un don qui dépassait toute expérience médicale. Elle savait exactement quand et comment chaque patient allait mourir. Elle est arrivée à l'hospice en mai 2023, cancer généralisé en phase terminale. 82 ans, ancienne institutrice, veuve sans enfant.
Ce qui m'a frappé dès notre première rencontre, c'était son regard. Pas la résignation habituelle des patients en fin de vie, mais une acuité troublante, comme si elle voyait au-delà du voile. « Bonjour Esther, je suis Julien, votre infirmier référent », ai-je dit en l'accueillant. Elle m'a observé longuement avant de répondre. « Bonjour Julien, vous allez vivre un moment difficile mardi prochain. Votre père va vous appeler avec de mauvaises nouvelles. Mais ne vous inquiétez pas, tout finira bien. » J'ai souri poliment, pensant aux divagations classiques des patients anxieux. Mais mardi suivant, mon père m'a effectivement appelé. Ma mère avait fait un malaise cardiaque. Heureusement, après quelques examens, tout s'est révélé bénin. Comment Esther avait-elle pu prédire cela? Les jours suivants, Esther a commencé à faire des observations troublantes sur les autres patients. Monsieur Girard, insuffisance rénale stable depuis des mois, se portait relativement bien. Pourtant, Esther m'a pris à part. Monsieur Girard va partir vendredi matin, vers 6h45. Il va s'endormir paisiblement en pensant à sa première épouse, celle dont il ne parle jamais. Esther, monsieur Girard, n'est pas en phase terminale immédiate. Les signes ne trompent pas, Julien, je les vois maintenant. Vendredi matin, j'ai trouvé monsieur Girard décédé dans son lit à 6h47. Paisible, un sourire sur les lèvres. Sa fille m'a confié plus tard qu'il murmurait le nom de Suzanne, sa première épouse, juste avant de s'endormir. Docteur Morvan, notre médecin-chef, était perplexe. Girard n'avait aucun signe de détérioration imminente. Esther a-t-elle dit autre chose? Elle prédit les décès avec une précision troublante. C'est impossible médicalement. Même nous, avec tous nos examens, nous nous trompons parfois sur le timing. Esther m'a expliqué son don un soir, alors que je lui administrais ses médicaments. Depuis mon accident, je vois des choses différentes, a-t-elle murmuré. Quel accident? Arrêt cardiaque il y a 15 ans. J'ai été cliniquement morte pendant 4 minutes. Quand je suis revenue, j'avais évolué. Esther m'a raconté son expérience de mort imminente. Pendant ces 4 minutes, elle avait visité un lieu où le temps n'existait pas, où elle pouvait voir le passé et l'avenir des gens comme des livres ouverts. Maintenant, je perçois l'aura de mort autour des gens, une lueur dorée qui s'intensifie à l'approche du départ. Plus elle brille, plus la fin est proche. Vous voyez ça autour de moi? Vous? Oh non, Julien. Vous avez encore 43 ans à vivre. Vous allez aider beaucoup de gens avant de partir. Dans les semaines suivantes, Esther a prédit avec exactitude le décès de 8 patients. Pas seulement le jour, mais l'heure, les circonstances, parfois même les derniers mots. Sa précision était de 100%. Madame Boniface, dimanche à 14h20, elle appellera son chat Mistigris et sourira en partant. Monsieur Letellier. Mercredi vers minuit, il demandera de la musique et s'éteindra sur du Mozart. Petite Marie, 6 ans, leucémie. Jeudi matin, elle dira qu'elle voit des anges et partira en serrant sa poupée. Chaque prédiction s'est réalisée exactement comme annoncé. Docteur Morvan a organisé une consultation avec des spécialistes de neurosciences. Le père Durand, de l'Institut du cerveau, était fasciné. Esther présente une activité neuronale exceptionnelle dans les zones associées à la perception temporelle et à l'intuition. Son expérience de mort imminente semble avoir activé des capacités latentes du cerveau humain. Vous pensez qu'elle dit la vérité? Ses prédictions sont vérifiables et exactes. Peu importe le mécanisme, elle a développé une capacité prédictive extraordinaire. Esther ne se contentait pas de prédire les décès. Elle aidait les familles à se préparer, transmettait des messages d'apaisement, organisait les dernières rencontres importantes. « La famille de Monsieur Duval doit venir ce week-end », m'a-t-elle dit un jeudi. « Son fils aîné, celui qui vit en Australie. Il faut qu'il soit là lundi matin pour entendre les excuses de son père. » Le fils de Monsieur Duval n'avait pas prévu de venir. Mais sur mes conseils pressants, il a pris l'avion d'urgence. Lundi matin à 9h15, Monsieur Duval a demandé pardon à son fils pour leurs années de brouille, puis s'est éteint paisiblement à 9h23. « Comment faites-vous cela ?» ai-je demandé à Esther. « Je vois leurs histoires, Julien. Passé, présent, futur, tout est connecté. La mort n'est qu'un point de transition, mais elle révèle l'importance de ce qui n'a pas été dit, pas été vécu.
Esther organisait les fins de vie comme un chef d'orchestre. Elle savait qui avait besoin de réconciliation, qui devait transmettre un secret, qui voulait entendre une dernière fois une chanson particulière. Madame Chen veut écouter de la musique chinoise traditionnelle avant de partir, m'a-t-elle dit un matin. Sa fille doit lui chanter la berceuse que sa propre mère lui chantait. Nous avons organisé cette séance musicale. Madame Chen, qui ne parlait plus depuis des semaines, a chanté avec sa fille avant de s'endormir définitivement, un sourire béat sur le visage. Les familles commençaient à venir spécifiquement pour consulter Esther. Elle était devenue la sage de l'hospice, celle qui aidait à transformer la mort en quelque chose de beau et de significatif. La mort n'est terrible que quand elle arrive dans le regret, expliquait-elle. Quand les gens partent en paix, entourés d'amour et de pardon, c'est juste une transition vers quelque chose de plus grand. Mais Esther gardait un secret sur sa propre mort. Quand je lui demandais, elle détournait toujours le regard. Un soir de septembre, Esther m'a finalement révélé ce qu'elle voyait pour elle-même. « Je partirai demain, Julien, à 11h33 précisément, et il y aura quelque chose de différent. » Différent comment? Je ne reviendrai pas tout de suite. Mon corps va s'arrêter, mais mon esprit va rester ici encore quelques jours. J'ai une dernière mission à accomplir. Esther, vous m'inquiétez. Ne vous inquiétez pas. Ce qui va se passer est nécessaire. D'autres comme moi vont naître, mais il faut d'abord que je transmette mon savoir. Le lendemain matin, Esther était sereine, mais très faible. À 11h30, elle m'a appelé. « Julien, prenez ma main, je vais vous donner quelque chose. » J'ai pris sa main. Immédiatement, j'ai ressenti une vague d'images, de sensations, de connaissances qui se déversaient dans mon esprit. Je voyais soudain les autres patients avec les yeux d'Esther, leurs auras, leur chronologie de vie, leurs histoires inachevées. « Maintenant, vous pourrez les aider comme je les ai aidés » a-t-elle murmuré. À 11h33 exactement, Esther a fermé les yeux et son cœur s'est arrêté. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Pendant 3 jours, j'ai senti sa présence dans l'hospice. Pas une apparition, mais une guidance invisible qui m'aidait à utiliser ce nouveau don qu'elle m'avait transmis. Je commençais à percevoir les signes qu'elle voyait. L'aura dorée autour des mourants, les histoires non résolues qui les retenaient, les messages qu'ils voulaient transmettre. Le 3e jour, j'ai senti Esther une dernière fois, comme un murmure dans mon esprit. Cherchez les autres. Vous n'êtes pas seul. Formez un réseau. L'humanité va avoir besoin de guides pour traverser ce qui vient. Depuis, notre hospice est devenu un modèle d'accompagnement de fin de vie. Notre taux de mort paisible est de 98%. Contre 60% dans la moyenne nationale. Les familles témoignent toutes de fin de vie, transformées en moments de grâce. J'ai effectivement trouvé d'autres soignants dotés de capacités similaires. Une infirmière de Bordeaux qui sent les dernières volontés des mourants. Un médecin de Strasbourg qui perçoit les regrets non exprimés. Nous échangeons nos expériences, affinons nos techniques. Esther avait vu juste, nous formons maintenant un réseau discret de accompagnateurs éclairés dans toute l'Europe. Nous aidons les gens non seulement à mourir dignement, mais à transformer leur mort en accomplissement spirituel. Le carnet qu'Esther a laissé dans sa table de nuit contenait une prophétie troublante. Dans les années qui viennent, l'humanité va vivre des bouleversements majeurs. Beaucoup de gens vont avoir besoin d'aide pour traverser le voile entre la vie et la mort. Ceux qui possèdent ces dons doivent se préparer. Aujourd'hui, quand j'accompagne un mourant, je ne vois plus seulement la fin d'une vie. Je perçois une transition vers quelque chose de plus grand, et mon rôle est de rendre cette transition aussi belle et significative que possible. Car Esther m'a enseigné que la mort n'est pas un échec de la médecine, mais l'accomplissement d'une vie. Et certains d'entre nous sont appelés à transformer ce passage en moment de grâce. Et vous qui travaillez auprès de personnes en fin de vie, si vous pressentez parfois des choses que vous ne devriez pas savoir, si vous percevez des signes invisibles, peut-être portez-vous vous aussi ce don précieux que nous commençons à reconnaître et à cultiver. Avez-vous peur? Préparez-vous. Commençons. L'histoire 8. Je suis Lucie, sage-femme depuis 20 ans à la maternité des Lilas.
J'ai assisté à plus de 3000 naissances, mais jamais rien ne m'avait préparé à l'arrivée d'Anaël, le bébé qui a changé ma perception de ce que nous sommes vraiment. C'était une nuit de décembre 2023. Sarah Delmont, primipare de 28 ans, était en travail depuis 12 heures. Grossesse normale, échographie parfaite, aucune complication prévue. Pourtant, dès son arrivée, l'atmosphère de la salle de naissance était différente. « Comment vous sentez-vous, Sarah ?» ai-je demandé en préparant le matériel. « Bizarre », a-t-elle répondu. « J'ai le bizarre », a-t-elle répondu. « J'ai l'impression que ce bébé me parle. Depuis ce matin, je sens des images dans ma tête, des endroits que je n'ai jamais vus. J'ai souri, pensant aux sensations particulières de fin de grossesse. Mais quand j'ai posé mes mains sur son ventre pour palper, j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire. Une chaleur intense, presque électrique, et surtout une présence consciente. Le monitoring montrait des tracés inhabituels. Le rythme cardiaque du bébé suivait des patterns complexes, presque musicaux, comme s'il répondait à des stimuli que nous ne percevions pas. « Docteur Moreau, pourriez-vous jeter un œil ?» ai-je appelé notre obstétricien de garde. Il a examiné les tracés, perplexe. Techniquement, tout est normal, mais ces variations rythmiques, on dirait qu'ils communiquent. À 3h47, Sarah est entrée en phase d'expulsion. Mais au moment où la tête du bébé est apparue, tous les appareils électroniques de la salle se sont mis à dysfonctionner. Les moniteurs affichaient des données incohérentes, les néons clignotaient, et une douce mélodie semblait émaner de nulle part. Anaël est née à 3h52, dans un silence absolu. Pas de cris, pas de pleurs. Il regardait autour de lui avec des yeux d'un bleu profond, comme s'il analysait cet environnement nouveau. Ce regard portait une intelligence troublante pour un nouveau-né. « Il est magnifique », a murmuré Sarah. « Mais, Lucie, regardez ses yeux, il me reconnaît déjà. » C'était vrai. Anaël fixait sa mère avec une intensité que je n'avais jamais vue chez un nouveau-né. Habituellement, les bébés mettent des semaines à focaliser leur regard. Anaël semblait nous observer consciemment. Les premières heures ont révélé d'autres anomalies. Sa température corporelle était légèrement élevée, 38 degrés C constant, mais sans aucun signe d'infection. Ses réflexes archaïques étaient exceptionnellement développés. Et surtout, il ne pleurait jamais. C'est inquiétant. C'est inquiété Sarah. Pourquoi ne pleure-t-il pas? Parce qu'il n'en a pas besoin, ai-je répondu instinctivement, surprise par mes propres mots. Effectivement, Anaël communiquait différemment. Quand il avait faim, ses yeux s'illuminaient d'une lueur particulière. Quand il était inconfortable, il émettait une vibration subtile que seule sa mère semblait percevoir. « Il me parle », insistait Sarah. « Pas avec des mots, mais je sens ses pensées. Il me dit qu'il vient de loin, qu'il a choisi de naître ici pour une mission importante. » Le docteur Moreau était sceptique, mais les examens révélaient des particularités troublantes. L'IRM cérébral d'Anaël montrait une activité neuronale exceptionnelle, avec des zones normalement inactives chez le nouveau-né qui fonctionnait déjà. Son cerveau fonctionne comme celui d'un enfant de plusieurs mois, m'a confié le docteur. C'est scientifiquement impossible. La deuxième nuit, j'ai assisté à quelque chose d'incroyable. Anaël était dans son berceau, les yeux ouverts, quand tous les autres bébés de la nurserie ont cessé de pleurer simultanément. Un calme profond s'est installé, comme si sa présence apaisait tout le service. Madame Chen, dont le bébé prématuré luttait depuis des jours, a vu l'état de son fils s'améliorer spectaculairement. Petit Thomas, né avec des difficultés respiratoires, respirait soudain normalement. C'est depuis l'arrivée d'Anaël, a remarqué Brigitte, ma collègue de nuit. On dirait qu'il guérit les autres bébés. Le troisième jour, Sarah m'a fait une confidence troublante. Lucie, Anaël me montre des choses. Dans mes rêves, mais aussi quand je suis éveillé, je vois l'avenir, des événements qui vont arriver. Quel genre d'événements? Votre collègue Marie va avoir un accident de voiture jeudi. Pas grave, mais elle va devoir s'arrêter quelques jours. Et Madame Dubois, en chambre 12, son bébé va naître avec le cordon autour du cou, mais tout ira bien si vous intervenez rapidement.
J'ai noté mentalement ses prédictions, plus par curiosité que par conviction. Je dis, Marie a effectivement eu un accrochage et s'est arrêtée pour des douleurs cervicales. Et quand Madame Dubois a accouché, j'ai immédiatement vérifié le cordon. Il était effectivement enroulé autour du cou du bébé, mais j'ai pu intervenir à temps. Comment Sarah ou Anaëlle avaient-elles pu savoir? Dr Moreau a organisé une consultation avec le père Delacroix, spécialiste en neurobiologie pédiatrique. Les résultats étaient stupéfiants. 7 enfants présentent des capacités neurologiques exceptionnelles, nous a-t-il expliqué. Son cortex préfrontal montre une maturation accélérée. Certaines zones associées à l'empathie et à la perception extrasensorielle sont hyperactives. Vous pensez qu'il peut vraiment prédire l'avenir? Je pense qu'il perçoit des informations que nous ne percevons pas. Call it intuition développée, télépathie ou perception élargie, peu importe le nom. Il fonctionne sur des fréquences différentes. Sarah commençait à comprendre le don de son fils. Il me dit qu'il n'est pas vraiment d'ici, pas de cette dimension. Il s'est incarné pour aider l'humanité à traverser une période difficile qui arrive. Une période difficile. Des bouleversements. Des changements dans la conscience humaine. D'autres comme lui vont naître dans les années qui viennent. Ils sont des guides. Une nuit, j'ai trouvé Sarah debout près du berceau d'Anaëlle, les yeux fermés, mais parfaitement éveillée. « Sarah, ça va ?» Il me montre les autres, a-t-elle murmuré, sans ouvrir les yeux. Les autres bébés comme lui. Ils naissent partout dans le monde. Tokyo, New York, Londres, une nouvelle génération. Dans sa vision, Sarah voyait des nouveau-nés, aux capacités extraordinaires, naissant simultanément sur toute la planète. Des enfants dotés d'empathie élargie, de capacités de guérison, de perception temporelle. Ils viennent préparer l'humanité, continuait-elle. Nous allons vivre des changements majeurs, des défis que nous ne pourrons surmonter qu'en évoluant spirituellement. Anaëlle a quitté la maternité au bout d'une semaine, mais son impact perdure. Depuis sa naissance, notre service a développé des protocoles d'accompagnement plus intuitifs. Nous écoutons davantage les sensations des mères, nous prêtons attention aux signaux subtils des nouveau-nés. Sarah m'envoie régulièrement des nouvelles. Anaëlle grandit normalement, mais garde ses capacités extraordinaires. À 6 mois, il comprend plusieurs langues sans les avoir apprises. Il apaise les conflits familiaux par sa seule présence. Il semble percevoir les émotions et les besoins de chacun. Les pédiatres sont stupéfaits, m'écrit Sarah. Son développement dépasse tous les standards, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est sa compassion. Il pleure quand il voit de la souffrance à la télévision. Il tend les bras vers les personnes tristes. 6 mois après la naissance d'Anaëlle, j'ai commencé à remarquer d'autres bébés particuliers dans notre maternité. Des nouveau-nés qui présentaient des signes similaires, regard précocement focalisé, absence de pleurs, capacité d'apaisement sur les autres bébés. Emma, née en janvier, communiquait avec sa mère par télépathie dès ses premiers jours. Lucas, né en février, semblait guérir les petits bobos de ses frères et sœurs par simple contact. Chloé, née en mars, montrait des réactions émotionnelles complexes totalement inappropriées pour son âge. Dr Moreau et moi avons décidé de documenter discrètement ces cas. Nous avons contacté d'autres maternités, d'autres sages-femmes. Partout, les mêmes témoignages revenaient. Une nouvelle génération de bébés évolués naissait simultanément. C'est comme si l'humanité se préparait naturellement à un saut évolutif, observait Dr Moreau. Ces enfants portent des capacités que nous considérions comme de la science-fiction il y a encore 10 ans. Sarah m'a confié qu'Anaëlle lui avait transmis un message important. Il dit que dans 20 ans, ces enfants seront adultes. Ils occuperont des postes clés, médecins, enseignants, dirigeants. Ils vont transformer la société en l'orientant vers plus de compassion et de conscience. Un soir, Sarah est venue me rendre visite avec Anaëlle, maintenant âgée d'1 an. L'enfant m'a regardé avec ses grands yeux bleus et j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire, comme si toute la sagesse du monde se concentrait dans ce petit être. « Merci », a dit Sarah. « Anaëlle voulait vous remercier pour votre aide lors de sa naissance. » Me remercier? Mais c'est normal.
Non, Lucie, vous êtes une des premières sages-femmes à avoir reconnu ce qu'il était vraiment. Sans votre ouverture d'esprit, son adaptation aurait été plus difficile. Anaël a tendu sa petite main vers moi. Quand je l'ai prise, j'ai eu une vision saisissante. Des milliers de bébés comme lui naissant dans le monde entier, formant peu à peu un réseau de conscience éveillée qui allait transformer l'humanité. Nous sommes les précurseurs, m'a expliqué Sarah, les adultes qui accompagnons ces enfants spéciaux. Notre rôle est de les aider à s'épanouir, de protéger leurs dons, de préparer le monde à les accueillir. Depuis cette rencontre, j'ai changé ma façon de travailler. Je prête attention aux signes subtils, j'écoute les intuitions des mères, je reconnais les bébés différents et j'aide leurs familles à comprendre leurs particularités. Nous avons créé un réseau discret de professionnels de la naissance sensibilisés à ce phénomène. Sages-femmes, pédiatres, puéricultrices. Nous documentons ces cas, nous échangeons nos expériences, nous développons des protocoles d'accompagnement adaptés. Car ces enfants ont besoin d'un environnement particulier pour s'épanouir. Trop de stimulation les épuise, trop de négativité les affecte profondément. Ils ont besoin d'adultes conscients qui comprennent leur nature exceptionnelle. Anaël m'envoie parfois des dessins par l'intermédiaire de sa mère, des dessins impossibles pour un enfant de son âge, des planètes, des êtres de lumière, des représentations de l'ADN humain en transformation. Il dessine ce qu'il voit, m'explique Sarah. L'évolution de l'humanité. Il dit que nous sommes en train de devenir quelque chose de plus beau. Aujourd'hui, quand j'assiste à une naissance, je ne vois plus seulement un bébé qui arrive au monde. Je perçois parfois une âme ancienne qui s'incarne avec une mission précise, un être évolué qui vient aider l'humanité à grandir. Car Anaël et ses semblables nous enseignent que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et que l'évolution humaine prend parfois des formes que nous ne soupçonnons pas. Et vous qui travaillez auprès des nouveau-nés, si vous rencontrez des bébés qui semblent différents, trop conscients pour leur âge, peut-être assistez-vous à la naissance de l'humanité de demain. Avez-vous peur? Préparez-vous. Commençons l'histoire 9. Je m'appelle Thomas et je dirige le service de traumatologie du CHU de Lille depuis 8 ans. J'ai vu passer des centaines de soignants, mais Céline Maréchal était différente. Elle possédait un don troublant qui remettait en question tout ce que je croyais savoir sur la douleur et la guérison. Céline est arrivée dans notre équipe en septembre 2023, mutation d'un service de neurochirurgie parisien. 34 ans, infirmière expérimentée avec d'excellentes références. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'était son regard. Une empathie si profonde qu'elle semblait porter la souffrance du monde entier. « Bienvenue dans l'équipe, Céline », ai-je dit lors de sa prise de poste. Notre service accueille les traumatismes les plus lourds. Fractures complexes, polytraumatisées, brûlés graves. « Je sais », a-t-elle répondu doucement. « C'est exactement là où je dois être. » Dès sa première garde, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Monsieur Bertrand, victime d'un accident de moto avec fractures multiples, hurlait de douleur malgré la morphine. Céline s'est approchée de lui et a simplement posé sa main sur son front. Immédiatement, l'homme s'est calmé. Sa respiration s'est apaisée, son visage s'est détendu. Mais Céline, elle, avait pâli. Elle semblait soudain épuisée, comme si elle venait de fournir un effort physique intense. « Comment avez-vous fait ça ?» ai-je demandé. « J'ai pris une partie de sa douleur, a-t-elle murmuré. Ça ne disparaît pas complètement, mais c'est partagé maintenant. J'ai pensé à une métaphore, jusqu'à ce que je remarque que Céline boitait légèrement en sortant de la chambre. La jambe droite de Monsieur Bertrand était fracturée, et Céline boitait de la jambe droite. « Céline, vous avez mal ? Ça va passer, a-t-elle dit en souriant. C'est toujours comme ça au début. Les jours suivants, le phénomène s'est répété. Chaque fois que Céline s'occupait d'un patient souffrant, elle semblait absorber une partie de sa douleur. Madame Chen, brûlée au 3e degré, a vu ses souffrances s'atténuer après le passage de Céline. Mais notre infirmière présentait des rougeurs sur les bras, exactement aux mêmes endroits que les brûlures de la patiente. « C'est impossible », a murmuré Dr Rousseau, notre chef de service. «
On ne peut pas transférer physiquement la douleur d'une personne à une autre. Pourtant, les faits étaient là. Les patients de Céline récupéraient plus vite, souffraient moins, demandaient moins d'antalgiques. Mais elle portait sur son corps les stigmates de leurs blessures. « Céline, il faut qu'on parle », ai-je dit un soir après sa garde. « Qu'est-ce qui vous arrive exactement ?» Elle s'est assise en grimaçant. Elle avait soigné un patient avec des côtes cassées dans l'après-midi. « Depuis l'enfance, je ressens la douleur des autres », a-t-elle commencé. Mais il y a 3 ans, après la mort de ma fille dans un accident, ça a évolué. Maintenant, je peux volontairement absorber leur souffrance. Votre fille, Émilie, 7 ans, cancer. J'étais à son chevet jour et nuit et je n'arrivais pas à supporter de la voir souffrir. Un jour, j'ai posé mes mains sur elle et j'ai dit « Donne-moi ta douleur, ma chérie ». Et ça a marché. Ces derniers jours ont été paisibles. Mais moi, j'ai ressenti chaque point de souffrance qu'elle aurait dû endurer. Les larmes coulaient sur ses joues. Depuis, je ne peux plus m'arrêter. Dès que je vois quelqu'un souffrir, je dois l'aider. Même si ça me détruit petit à petit. J'ai organisé une consultation avec le PR de la Croix, spécialiste en neurologie de la douleur. Les examens de Céline révélaient des anomalies fascinantes. Son cortex somatosensoriel présente une hyperactivité exceptionnelle, nous a-t-il expliqué. Les zones responsables de la perception de la douleur sont surdéveloppées. Elle ressent littéralement la souffrance des autres comme si c'était la sienne. Et le transfert physique, plus troublant encore. Son système nerveux semble capable de télécharger les signaux douloureux d'autrui. C'est comme si elle devenait temporairement le récepteur de leurs sensations. Céline me confirmait ce phénomène. Quand je touche un patient blessé, je ressens exactement ce qu'il ressent. Pas seulement l'intensité, mais la localisation précise, le type de douleur. Et si je le veux, je peux l'attirer vers moi. Ça vous fait souffrir énormément. Oui, mes œufs sont soulagés. Et moi, je sais comment gérer la douleur mieux qu'un patient paniqué. Je peux la supporter. Les semaines suivantes, notre service a été transformé. Les patients de Céline récupéraient 2 fois plus vite que la moyenne. Leurs besoins en morphine chutaient drastiquement. L'ambiance générale du service était plus apaisée, mais Céline s'affaiblissait visiblement. Elle portait constamment les traces physiques des blessures qu'elle soignait. Ecchymose, douleurs fantômes, raideurs articulaires. Son corps devenait une cartographie de toutes les souffrances qu'elle absorbait. « Céline, vous ne pouvez pas continuer comme ça, l'ai-je averti. Vous allez vous détruire. Thomas, regardez autour de vous. Les patients vont mieux. Les familles sont plus sereines. Même l'équipe médicale travaille plus efficacement. Ma souffrance en vaut la peine. » Docteur Rousseau était tiraillé entre fascination scientifique et inquiétude humaine. Ce qu'elle fait défie toute logique médicale, mais les résultats sont indéniables. Nos statistiques de récupération ont bondi depuis son arrivée. Un soir, j'ai trouvé Céline effondrée dans la salle de repos. Elle avait soigné un enfant polytraumatisé dans l'après-midi et portait maintenant tous les stigmates de ses blessures. « Pourquoi vous infligez-vous ça ?» ai-je demandé en l'aidant à s'asseoir. « Parce que je n'ai pas pu sauver Émilie », a-t-elle sangloté. « J'ai absorbé sa douleur, mais pas sa maladie. Elle est quand même morte. Maintenant, chaque patient que je soulage, c'est un peu d'elle que je sauve. Céline, et puis il y a autre chose. Quand j'absorbe leur douleur, je vois leurs souvenirs, leurs peurs, leurs espoirs. Je comprends ce dont ils ont vraiment besoin pour guérir, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. » Effectivement, Céline développait une capacité extraordinaire à comprendre les besoins psychologiques des patients. Elle savait instinctivement qui avait besoin de parler, qui voulait du silence, qui réclamait la présence de la famille. « La douleur n'est pas qu'un signal physique », m'expliquait-elle. Elle porte en elle toute l'histoire émotionnelle de la personne. Quand je l'absorbe, j'accède à leur monde intérieur. Cette nuit-là, Céline m'a fait une révélation qui m'a glacé le sang. « Thomas, je ne suis pas la seule. Il y en a d'autres comme moi, dans d'autres hôpitaux. Nous nous reconnaissons. Nous formons un réseau informel d'absorbeurs de douleur. » Céline m'a parlé de ce réseau secret d'infirmiers et de médecins dotés de capacités similaires.
une sage-femme de Lyon qui absorbait les douleurs de l'accouchement, un kinésithérapeute de Marseille qui prenait sur lui les souffrances de rééducation, un anesthésiste de Bordeaux capable de transférer la douleur post-opératoire. Nous communiquons discrètement, m'a-t-elle expliqué. Nous partageons nos techniques, nos limites, nos découvertes. Car ce don, c'est aussi un fardeau terrible. Comment supportez-vous physiquement tout ça? Nous avons développé des méthodes, méditation, techniques de transfert énergétique, rituels de purification et surtout, nous nous aidons mutuellement à évacuer les douleurs accumulées. Un week-end, Céline m'a invité à assister à une de leurs rencontres secrètes. Dans une maison isolée près de Compiègne, 12 soignants s'étaient rassemblés. Tous portaient sur leur visage et leur corps les traces des souffrances qu'ils absorbaient quotidiennement. « Bienvenue, Thomas », m'a dit une femme aux cheveux gris. « Je suis Martine, infirmière en cancérologie à Rouen. Céline nous a parlé de vous. J'ai assisté à une séance de décharge collective. » Assis en cercle, ces soignants extraordinaires se transféraient mutuellement leurs douleurs accumulées, les diluant jusqu'à ce qu'elles deviennent supportables. « Nous sommes des éponges », m'expliquait Martine. « Nous absorbons la souffrance, mais nous devons aussi l'évacuer régulièrement, sinon nous mourrons. » Combien êtes-vous? Une centaine en France, quelques milliers dans le monde. Nous naissons avec cette capacité, mais elle se révèle généralement après un traumatisme personnel majeur. Céline a confirmé. Pour moi, c'était la mort d'Émilie. Pour Martine, la perte de son mari. Pour Jean-Pierre, un accident qui l'a laissé paraplégique. La souffrance personnelle réveille en nous la capacité d'absorber celle des autres. En observant ces hommes et ces femmes, j'ai compris que j'assistais à quelque chose de révolutionnaire. Ces soignants transformaient littéralement la médecine en prenant sur eux la souffrance de leurs patients. Mais quel est le prix à payer? Ai-je demandé. Notre propre santé, a répondu sombrement Céline. Nous vieillissons plus vite, nous développons des pathologies chroniques, notre espérance de vie est réduite. Nous sacrifions nos années pour offrir du réconfort aux autres. Le lundi suivant, j'ai observé Céline avec un regard nouveau. Chaque geste de soin était pour elle un acte de sacrifice personnel. Elle transformait sa propre vitalité en soulagement pour autrui. « Céline, il faut que vous appreniez à vous protéger », l'ai-je supplié. « Je ne peux pas, Thomas. Quand je vois quelqu'un souffrir, c'est plus fort que moi, c'est ma nature profonde. » 3 mois plus tard, Céline a été hospitalisée pour épuisement. Son corps ne supportait plus la charge des douleurs absorbées. Mais même dans son lit d'hôpital, elle continuait à soulager ses voisins de chambre. Avant de partir en convalescence, elle m'a remis un carnet contenant les coordonnées de tous les absorbeurs qu'elle connaissait. Un jour, la médecine reconnaîtra officiellement notre existence, m'a-t-elle dit. En attendant, protégez-nous. Nous sommes précieux pour l'humanité, même si nous nous détruisons pour elle. Aujourd'hui, notre service a développé des protocoles d'accompagnement de la douleur révolutionnaire. Nous ne nous contentons plus de la traiter médicalement. Nous la comprenons dans sa dimension émotionnelle et spirituelle. Céline a repris son travail, mais à temps partiel, avec un suivi médical renforcé. Car nous avons appris que certains êtres portent en eux la capacité de transformer la souffrance en compassion active. Et vous qui soignez, si vous ressentez parfois la douleur de vos patients comme la vôtre, si vous avez l'impression de porter leurs maux, peut-être faites-vous partie de ces héros invisibles qui sacrifient leur bien-être pour celui des autres. Avez-vous peur? Préparez-vous, commençons l'histoire. 10. Je suis le docteur Elisabeth Moreau, psychiatre et chef de service à Sainte-Anne depuis 25 ans. J'ai écouté des milliers d'histoires, exploré les recoins les plus sombres de l'esprit humain. Mais le témoignage que je m'apprête à partager dépasse tout ce que j'ai pu rencontrer dans ma carrière. Car Marguerite Després était la dernière d'une lignée millénaire et sa mort a marqué la fin d'une époque pour l'humanité. Elle est arrivée dans mon service en novembre 2023, amenée par sa petite nièce inquiète. 95 ans, soi-disant atteinte de démence sénile, avec épisodes délirants. Mais dès notre première rencontre, j'ai su que Marguerite était tout sauf démente. « Docteur Moreau », m'a-t-elle dit avec un sourire malicieux,
Vous cherchez des réponses depuis si longtemps. Toutes ces histoires d'infirmières que vous collectez, vous sentez bien qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? J'ai été saisi. Comment pouvait-elle connaître mes recherches discrètes sur les phénomènes paranormaux en milieu hospitalier? Depuis des mois, je rassemblais des témoignages troublants de soignants du monde entier. Comment savez-vous ça? Parce que c'est mon rôle de savoir. Je suis la gardienne, docteur, la dernière de ma lignée. Et vous êtes celle qui devra transmettre notre héritage quand je ne serai plus là. Marguerite m'a raconté une histoire qui a bouleversé ma vision du monde. Depuis l'Antiquité, certaines familles humaines portaient la responsabilité de surveiller et d'accompagner l'évolution spirituelle de l'humanité. Les gardiens, comme elles les appelaient, étaient des observateurs dotés de capacités particulières, chargés de guider discrètement notre espèce vers sa destinée. Nous avons toujours été là, m'expliquait-elle, dans les temples égyptiens, les monastères médiévaux, les hôpitaux modernes, nous veillons, nous guidons, nous protégeons. Et quand l'humanité franchit une étape évolutive majeure, nous l'accompagnons. Et maintenant, cette étape arrive. Toutes ces infirmières aux dons extraordinaires que vous étudiez, ces enfants qui naissent avec des capacités développées, ces guérisseurs qui émergent partout, c'est le début de la grande transition. Marguerite m'a montré des documents familiaux remontant à plusieurs siècles. Des chroniques détaillées des mutations spirituelles de l'humanité, des cartes génétiques de lignées porteuses de dons particuliers, des prophéties sur l'évolution de la conscience humaine. Regardez les dates, m'a-t-elle dit en feuilletant un grimoire ancien. 1347, émergence de guérisseurs pendant la peste noire. 1918, apparition de médiums durant la grippe espagnole. 1945, naissance de télépathes après Hiroshima. À chaque crise majeure, l'humanité développe de nouvelles capacités. Et aujourd'hui, nous entrons dans la plus grande transformation de notre histoire. Le réchauffement climatique, les pandémies, les conflits, tout cela pousse l'espèce humaine à évoluer rapidement. Et les premiers signes de cette évolution apparaissent chez les soignants. Les documents de Marguerite contenaient des listes impressionnantes. Des milliers de noms à travers le monde, des personnes dotées de capacités particulières, guérison par imposition des mains. Les documents de Marguerite contenaient des listes impressionnantes. Des milliers de noms à travers le monde, des personnes dotées de capacités particulières. Guérison par imposition des mains, télépathie, empathique, vision temporelle, communication avec les défunts, absorption de la douleur. Toutes les histoires que vous avez rassemblées ne sont que la partie visible de l'iceberg, m'a-t-elle révélé. Nous surveillons l'émergence de ces dons depuis des décennies, et maintenant, ils se manifestent à un rythme exponentiel. J'ai examiné attentivement ces archives. Chaque témoignage que j'avais collecté y était déjà répertorié, avec des détails que les soignants eux-mêmes ne m'avaient pas confiés. Comment pouvez-vous connaître tout ça? Parce que nous les guidons, docteur. Discrètement, un gardien se trouve toujours près de chaque personne qui développe ses capacités. Nous l'aidons à comprendre son don, à l'accepter, à l'utiliser au service des autres. Marguerite m'a montré des photos récentes. Elena, l'infirmière de Lyon qui ne vieillissait pas, André, le patient qui guérissait les cancers, Isabella, la comateuse qui parlait aux esprits. Tous avaient été en contact, sans le savoir, avec un membre de la lignée des gardiens. Nous sommes leurs mentors invisibles. Nous plantons les graines, nous orientons leurs choix, nous les protégeons quand c'est nécessaire. Mais pourquoi moi? Pourquoi me racontez-vous tout ça? Marguerite a posé sa main ridée sur la mienne. Immédiatement, j'ai ressenti une chaleur extraordinaire et des images ont envahi mon esprit. Je me voyais enfant, secourant un oiseau blessé qui avait mystérieusement guéri entre mes mains. Adolescente, consolant une amie en détresse et ressentant physiquement sa douleur émotionnelle. Étudiante en médecine, développant une intuition troublante pour diagnostiquer les troubles psychiques. Vous aussi, vous portez le don, a-t-elle murmuré, mais vous l'avez toujours canalisé vers la science, vers la recherche. C'est parfait. Vous serez le pont entre l'ancien monde et le nouveau. Marguerite a passé les semaines suivantes à me transmettre l'héritage millénaire de sa lignée.
Des techniques pour identifier les porteurs de dons, des méthodes pour les aider à développer leurs capacités, des protocoles pour les protéger de ceux qui voudraient les exploiter. L'humanité va bientôt vivre sa plus grande crise, me prédisait-elle. Une convergence de catastrophes qui menacera sa survie même. Mais c'est exactement ce qui va déclencher la grande transition. Quelle transition? L'éveil massif des capacités psychiques. Dans les 20 prochaines années, des millions d'humains vont développer des dons extraordinaires. Télépathie, guérison énergétique, clairvoyance, communication interdimensionnelle. L'humanité va devenir ce qu'elle était destinée à être depuis le début. Marguerite m'a montré des cartes génétiques fascinantes. Certaines lignées familiales portaient des marqueurs spécifiques, des gènes dormants qui s'activaient sous le stress extrême ou l'exposition à des situations de souffrance intense. Les soignants sont les premiers touchés parce qu'ils sont constamment exposés à la détresse humaine. Cette exposition réveille leurs capacités latentes. Mais bientôt, les enseignants, les secouristes, les travailleurs sociaux, tous ceux qui aident autrui vont développer des dons similaires et le reste de la population suivra progressivement. L'évolution se propage toujours par cercles concentriques. D'abord les plus sensibles, puis leurs proches, puis la société entière. Les archives de Marguerite contenaient des prophéties troublantes, des prédictions sur l'émergence d'enfants cristal, des nouveaux-nés dotés de capacités psychiques développées dès la naissance, des visions de communautés de guérisseurs révolutionnant la médecine, des descriptions de leaders spirituels émergents qui transformeraient la politique mondiale. Tout cela va créer des résistances, m'avertissait-elle. Les pouvoirs en place ne voudront pas lâcher le contrôle. Ils tenteront de supprimer, de ridiculiser, de médicaliser ces phénomènes. Votre rôle sera de protéger ces êtres exceptionnels. Comment? En documentant scientifiquement leurs capacités, en créant des réseaux de soutien, en formant la prochaine génération de gardiens, car nous ne pouvons plus compter sur les lignées traditionnelles. Il faut démocratiser cette mission. Marguerite m'a enseigné à reconnaître les signes d'éveil des capacités psychiques, les rêves prémonitoires récurrents, les sensations de déjà-vu intensifiées, la capacité à percevoir les émotions d'autrui, l'attraction vers les métiers d'aide, l'hypersensibilité aux ambiances énergétiques. Dans votre entourage, combien de personnes présentent ces signes? M'a-t-elle demandé. J'ai réfléchi. Ma fille, étudiante infirmière, qui rêvait régulièrement d'événements qui se réalisaient, mon assistant de recherche qui devinait intuitivement les diagnostics complexes. Plusieurs collègues psychiatres qui développaient une empathie troublante avec leurs patients. Beaucoup, ai-je admis. Alors commencez par eux. Formez votre premier cercle de gardiens. L'humanité va avoir besoin de guides pour traverser ce qui l'attend. Une nuit de décembre, Marguerite a fait un malaise. En la tenant dans mes bras, j'ai vécu la transmission la plus extraordinaire de ma vie. Toute la mémoire de sa lignée s'est déversée en moi. Des siècles de sagesse, de technique, de connaissances sur les capacités humaines cachées. Marguerite s'est éteinte le 21 décembre 2023 au solstice d'hiver, comme elle l'avait prédit. Mais avant de partir, elle m'a fait une dernière révélation qui m'a glacé le sang. Élisabeth, l'humanité n'est pas seule dans l'univers, et nous ne sommes pas la première espèce à vivre cette transition. D'autres civilisations nous observent, nous guident discrètement depuis des millénaires. Vous parlez d'extraterrestres. Je parle d'êtres évolués qui ont traversé la même transformation que nous vivons aujourd'hui. Ils veillent sur nous, s'assurent que nous franchissons cette étape sans nous autodétruire. Dans ses derniers documents, Marguerite décrivait des contacts discrets avec ses mentors galactiques. Des rencontres secrètes avec des êtres d'apparence humaine, mais aux capacités extraordinaires. Des transmissions de connaissances pour aider l'humanité à évoluer. Certains des patients exceptionnels que vous avez étudiés ne sont pas vraiment humains, m'a-t-elle avoué. Ce sont des guides incarnés, des âmes anciennes venues aider la transition. Ils se sacrifient volontairement pour montrer la voie. Elena, qui ne vieillissait pas. André, qui absorbait les cancers. Le mystérieux patient de Marie-Claire, aux yeux transparents. Tous pourraient être de ces êtres venus d'ailleurs pour nous guider.
Votre mission, Elisabeth, sera de préparer l'humanité à cette révélation, car bientôt, le contact ne sera plus secret. Quand suffisamment d'humains auront développé leurs capacités psychiques, nos mentors se révéleront officiellement. Marguerite est morte en souriant, murmurant « La grande famille galactique accueille enfin ses nouveaux membres. » Depuis sa mort, j'ai repris le flambeau. J'ai créé discrètement un réseau international de recherche sur les capacités humaines émergentes. Nous rassemblons des témoignages, étudions scientifiquement ces phénomènes, protégeons ceux qui les vivent. Nos découvertes sont bouleversantes. Le nombre de personnes dotées de capacités psychiques augmente exponentiellement chaque année. Dans les hôpitaux, les écoles, les centres sociaux, partout émergent des êtres exceptionnels qui transforment leur environnement par leur simple présence. J'ai aussi remarqué l'apparition d'enfants extraordinaires, des nouveau-nés qui communiquent télépathiquement avec leurs parents, des bambins qui guérissent les animaux blessés, des adolescents qui voient l'aura des gens et prédisent leur avenir. L'évolution s'accélère, avait prédit Marguerite. Elle avait raison. Mais nous devons rester prudents. Des organismes gouvernementaux commencent à s'intéresser à ces phénomènes, certains pour les étudier, d'autres pour les contrôler. Notre réseau de gardiens doit protéger ces êtres exceptionnels de toute exploitation, car nous assistons à la naissance d'une nouvelle humanité, une espèce dotée de capacités qui lui permettront de survivre aux défis titanesques qui l'attendent, changement climatique, surpopulation, épuisement des ressources. Ces infirmières, ces médecins, ces soignants aux dons extraordinaires ne sont que les précurseurs d'une transformation globale. Ils nous montrent ce que nous pouvons tous devenir. Des êtres compassionnels, connectés, capables de guérir non seulement les corps, mais les âmes et la planète elle-même. Et vous qui m'écoutez, si ces histoires vous ont touché profondément, si vous ressentez parfois des choses inexpliquées, si vous avez l'impression d'avoir une mission à accomplir, peut-être faites-vous partie de cette nouvelle génération d'humains éveillés, car selon les dernières prophéties de Marguerite, ceux qui entendent vraiment ces témoignages, ceux qui y croient sincèrement, portent déjà en eux les graines de la transformation. L'évolution humaine ne fait que commencer, et nous en sommes tous les acteurs privilégiés. La grande transition a commencé. Bienvenue dans le monde nouveau. Si ces témoignages authentiques d'infirmières vous ont marqué et que vous souhaitez soutenir le partage de ces expériences extraordinaires du monde médical, n'hésitez pas à envoyer un super thanks. Votre contribution aide à maintenir ce canal de témoignages véridiques et à continuer de révéler ces histoires que le monde a besoin d'entendre. Abonnez-vous et activez les notifications, car d'autres témoignages troublants de professionnels de santé vous attendent. La réalité dépasse parfois tout ce que nous pouvons imaginer.